Le 16 janvier 27, et pour une fois avant Jésus-Christ, le Sénat de Rome accorde l'imperium pour 10 ans à Octave, plus connu sous le nom d'Auguste, son titre honorifique. Personne ne le sait encore, mais ce garçon, vainqueur de la guerre civile qui a opposé les héritiers de Jules César, va réformer de fond en comble une société qui souffre d'un mal que nous connaissons bien, la décadence, ou, pour mieux dire, la certitude d'une disparition prochaine. Oui, on répète alors partout à Rome et dans ses environs que grossièrement, tout fout le camp. La paresse, l'esprit de jouissance et l'individualisme auraient corrompu la glorieuse République. Bref, pour tout le monde, c'était clairement mieux avant. Et objectivement, les Romains n'avaient pas de mauvaises raisons de le penser. La démographie était au plus bas, il n'était pas rare de n'avoir à Rome qu'un ou deux enfants, voire parfois d'en avoir aucun. L'administration, quant à elle, s'effondrait tant et si bien que l'État lui-même en était décrédibilisé. Auguste va conjurer le sort en faisant une chose qui paraîtrait aujourd'hui farfelue, invraisemblable, voire même risible, il va gouverner. C'est-à-dire avoir des idées et s'assurer de leur concrétisation, le tout au service de la gloire de Rome, par et pour les Romains. Incroyable, n'est-ce pas? Chose encore plus surprenante, les réformes les plus frappantes, les plus utiles et disons les plus durables, n'ont pas été les plus coûteuses, loin de là. Auguste a ainsi prouvé qu'il suffisait parfois d'avoir de l'ambition et le goût du risque pour redonner à un peuple foi en son avenir. Alors, comment s'y est-il pris? Le programme est simple, réformer l'État, la loi et la moralité. Il opère, pour ainsi dire, un tournant conservateur et projette Rome dans l'avenir tout en restaurant ses traditions. La République ne doit pas se réinventer mais se retrouver, renouer pour ainsi dire, avec un âge d'or. Il réduit le nombre de sénateurs afin de restaurer leur puissance. Moins de personnes mais plus d'efficacité. Il instaure ce qu'on appelle le principat, en fait le vrai nom de ce qu'on appelle vulgairement et fautivement l'empire, tout en maintenant la forme républicaine du régime. La majorité des réformes part donc du bas. Des citoyens adressent leurs requêtes et exposent les problèmes qu'ils rencontrent aux plus petits magistrats autour d'eux, et ça remonte jusqu'à Rome, qui finit par trancher. Pour favoriser l'approvisionnement en blé et la liberté du commerce, il nomme des curateurs chargés de l'entretien des routes, de même soigne-t-il la circulation et la fluidité de l'économie. Il installe au milieu d'un forum un milliaire d'or, c'est-à-dire une borne à partir de laquelle sont calculées toutes les distances. Il institue aussi le tout premier système de poste, réservé aux fonctionnaires et dirigé par un préfet des véhicules. Bref, c'est le retour en force de l'État, non seulement par son effet contraignant et son prestige, mais aussi et surtout par son efficacité. Alors soyons clairs, toutes les initiatives d'Auguste n'ont pas fonctionné. Mais ça n'a pas la moindre importance, puisqu'en se montrant volontaire, exemplaire et créatif, il a restauré la confiance du peuple dans la chose publique. Il a gouverné dans le sens le plus fort du mot, c'est-à-dire qu'il a fait des choses. Comme l'ont fait d'autres chefs d'État, Napoléon ou Franklin Roosevelt par exemple, dont toutes les initiatives n'ont pas connu le succès, mais qui ont mis tellement d'énergie à essayer que cela les a rendus populaires. La société romaine de l'époque est comparable à la nôtre. Et on se demande pourquoi, au moins depuis le général de Gaulle, plus personne en France ne veut gouverner. Je veux dire agir au-delà de la baisse ou de la hausse de la CSG, d'une directive incompréhensible ou d'une cérémonie de panthéonisation. Je répète, il faut prendre les choses comme elles sont. Comment sont-elles? L'impuissance d'un régime se traduit par des réponses cosmétiques à des problèmes systémiques. Quand une chose ne fonctionne pas, on démultiplie la communication pour expliquer qu'en réalité, ça fonctionne pas si mal. Et on finit par croire que la pédagogie peut remplacer l'absence de résultats, ce qui mène naturellement au mensonge généralisé, prélude de la défiance envers l'État.